D'abord un mot sur les bilans qui nous ont été présentés en début de matinée. Bien sûr, il reflète ce que nous savons et que nous constatons depuis déjà plusieurs années, c'est-à-dire la dégradation des bilans des officines de petite taille qui structurent le territoire et qui maillent le territoire. Ça, c'est un premier point. Et un élément d'espoir et qu'il faut quand même remarquer, c'est le niveau de l'investissement en officine qui reflète que les confrères partagent la stratégie d'investissement que nous avons menée dans ces nouvelles missions. Voilà, ça c'est pour mon intro. Et d'abord, je vais vous lire, si vous voulez bien, 2 phrases d'un courrier d'un confrère que j'ai reçu avant-hier, 23 septembre, et qui vont structurer les propos que je vais vous tenir par la suite, à la fois en macroéconomie et en microéconomie. Voilà ce que m'écrit ce confrère. Vous allez m'aider à répondre probablement. Cher Monsieur Bessé, avec vos choix partagés, on observe une inévitable redistribution des cartes qui profite inévitablement aux plus gros, ceux des centres commerciaux et des centres-villes denses. Vous négociez constamment, en contrepartie de la baisse des marges et des prix, des services que les petites officines ne peuvent pas mettre en œuvre. Comment voulez-vous que seul dans mon officine 30% du temps d'ouverture totale, je puisse m'inscrire dans la démarche de réalisation des TROD et autres entretiens? Je crois pouvoir dire qu'après une période d'assistant pendant 10 ans dans une officine de plus de 10 salariés, ayant quitté cette structure pour une officine rurale qui fait aujourd'hui 750 000 €, j'ai longtemps proposé un service comparable dans les 2 structures. Aujourd'hui, je n'en suis plus capable. La faute à qui? Sinon, à vos décisions acceptées. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer. C'est pas isolé. Je reçois, et probablement Gilles également, il est de chez toi d'ailleurs ce confrère, mais je reçois des lettres de... Oui, voilà, de ce type-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se tourner vers le passé. On peut 2 minutes pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Monsieur le directeur, vous avez rappelé cette stratégie professionnelle qui part de 2009, qui se concrétise en 2012 par la signature d'une convention très ambitieuse, dont nous sommes maintenant à l'avenant numéro 18, avec l'avenant sur les TROD que nous venons de signer. Donc une convention ambitieuse qui ancre le pharmacien dans son rôle de professionnel de santé et qui, par ailleurs, a également une ambition économique qui, elle, est au milieu du gué et n'est pas complètement aboutie. Et vous l'avez dit, c'est aussi une construction qui est en marche et qui peut probablement s'améliorer, et j'espère que nous allons avoir des éléments de réponse à ce confrère dans le temps. En macroéconomie, vous l'avez dit, en 2012, nous sommes partis sur une rémunération globale du réseau un peu inférieur à 6,5 milliards à l'époque, qui a été soutenu par les dispositifs conventionnels et surtout par un d'entre eux qui a été fait en 2012 en accord entre les organisations professionnelles de l'assurance maladie, qui est Tirpion contre générique, et qui a permis de développer fortement le générique, et vous l'avez dit vous aussi dans les groupements dans votre intervention. Et c'est grâce à ça notamment que nous avons pu atteindre à l'échéance de la convention, donc en 2016, une rémunération totale du réseau d'un peu moins de 6,7 milliards, donc une amélioration de l'investissement de la nation dans la pharmacie qui, malgré qui est de 200 millions d'euros quand même, qui est pas nulle, qui est au contraire très importante, mais qui est à mettre en regard avec les augmentations de salaire, puisque nous avons une branche de 120 000 salariés. Voilà. Je ne crois pas, en fait, pour revenir par contre sur vos propos, monsieur le directeur, au fait que c'est un cadeau ou quelque chose qui est fait aux pharmaciens. La nation a besoin d'officines, comme elle a besoin de services d'urgence, comme elle a besoin de médecins. En fait, elle prend en compte
globalement ce qu'elle estime être juste pour les pharmacies d'officine. Et s'il n'y avait pas eu la réforme des honoraires, il y a eu forcément un autre dispositif pour compenser les baisses de prix massives qui ont été le lot des années entre 2007 et 2019. Si on revient maintenant sur le proche passé et sur le gouvernement sur ce gouvernement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'il est encore en place jusqu'en 2022, et il est intéressant de voir quelle est la trajectoire depuis 2017 et depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République et de fait gagner Buzyn et ministre de la Santé. On a donc un avenant conventionnel qui donne une réforme majeure de la profession. D'ailleurs, que vous l'avez vu dans la lettre que j'ai lue, que la FSPF soutient dans son principe. C'est bien parce que nous la soutenons dans sa stratégie, dans son principe, que j'accepte l'idée qu'un confrère dise « avez vos choix partagés et vos décisions acceptées ». Je suis obligé de reconnaître que nous sommes dans cette co-construction du modèle et que cette co-construction du modèle n'est pas aboutie pour tout le monde et pour toutes les pharmacies. Bref, nous avions dans cet avenant 11, dont Gilles, tu as parlé, et dont tu parles abondamment d'ailleurs, voilà, deux choses économiques majeures. La première, c'est un investissement de l'assurance maladie dans la Convention qui était dans le transfert de marge honoraire. Je ne parle pas des nouvelles missions, je vais en parler tout à l'heure dans les nouvelles tâches. Mais dans le transfert, avec un investissement de l'assurance maladie dans le champ conventionnel d'un peu plus de 200 millions d'euros au moment de la signature, d'une part, et d'autre part, une clause on va dire de sécurité, une bretelle, qui dit que si jamais en 2021, eh bien, on constate que l'économie de l'officine s'est dégradée de plus de 1% par rapport à 2016, c'est-à-dire à peu près de 70 millions d'euros, c'est-à-dire que si en 2021, on constate que l'économie de l'officine, c'est à 6,6 milliards au lieu de 6,7 milliards en 2016, eh bien, nous renégocierons. Donc en gros, ce qui est dit dans l'avenant, c'est que tant que c'est à -1 par rapport à 2016, ça va, et on a 200 millions d'euros d'investissement au départ sur 3 ans, 2018, 2019 et 2020. Nous, ce qui nous a gênés dans la raison de notre non-signature, c'est que ce n'est pas la convention avec l'assurance maladie, parce qu'elle va dans le bon sens. C'est qu'il y a un autre acteur sur lequel nous n'avons aucune prise, qui par ailleurs a un effet massif sur l'économie de l'officine chaque année au travers d'une loi de finances sécurité sociale avec des impacts sur des prix ou sur des mesures sur le marché du médicament, qui met en cause le marché du médicament. Et si je fais le parallèle, parce qu'en fait, nous faisons à la Fédération le suivi de l'ONDAM, c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, on regarde le journal officiel, notre économiste regarde le journal officiel, on regarde les baisses de prix du jour, on regarde le marché de la baisse de prix du jour, on regarde l'effet que ça va avoir en cumul mobile annuel sur une année. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que l'investissement de l'assurance maladie dans la Convention, il sera même en 2020 supérieur assez largement aux 200 millions d'euros qui étaient prévus au départ. De mon analyse, il sera au-delà de 300 millions d'euros, l'investissement de l'assurance maladie. Mais en contrepartie, l'impact des baisses de prix, je n'ai pas le PLFSS 2020. Donc, je vais vous faire 2017-2019. 2017-2019, c'est 450 millions d'euros de baisse d'impact sur la marge de l'officine des PLFSS. 450 millions d'euros. Donc ça, c'est l'impact 2017-2019. Vous allez me dire qu'au 2017, c'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement précédent qui en était responsable. Donc on va essayer de tirer le trait en 2020. En 2020, s'il y a 960 millions d'euros de baisse de prix, s'il y a l'article 66 qui se met en œuvre
Et je ne parle pas du déremboursement de l'homéopathie parce que ce sera pour 2021, mais restons-en à ces mesures-là. Ce n'est pas 450 millions d'euros, c'est 700 millions d'euros. Parce que la baisse, des remises génériques liées à une baisse de marché comptable à peu près tous à moins 20 par rapport à l'action qu'auront les laboratoires de Princeps face à l'article 66, ça va faire une catastrophe économique sur l'officine. Donc nous avons un problème parce que ça, pourquoi on a un problème là? Parce que ça a un impact immédiat sur les petites officines et sur leur mission de base, sur le cœur de métier qui est la dispensation. Et là j'en reviens, et là je ne suis pas d'accord avec mon confrère au départ. C'est parce qu'il me dit que il n'a plus les moyens, il n'a pas les moyens, qu'en fait on négocie des baisses de marge contre des nouvelles missions. C'est faux. Ça c'est faux. C'est faux. Si on emmène la profession vers des nouvelles missions, c'est parce que c'est utile à la santé publique, parce que c'est le rôle du pharmacien, parce que c'est notre stratégie et notre devoir d'aller dans cette voie-là, aux côtés des autres professionnels de santé, dans ces missions de santé publique. C'est pour cette raison-là, et pas pour une autre. Les TROD, au maximum, si on fait 5 millions de TROD, ça va faire 30 millions d'euros. La vaccination, ça va faire, si on est très bon et qu'on vaccine autant que les 4 régions expérimentatrices l'année prochaine, ça va faire de l'ordre de 50 millions d'euros. Si on fait les bilans de médication, les entretiens tels qu'ils sont prévus dans l'avenant 11, c'est un total de 40 millions d'euros. Le total des nouvelles missions, c'est une centaine de millions d'euros, versus 6,5 milliards. Donc on ne parle pas de la même échelle. Et notre confrère pourra tout à fait effectuer ses missions si sa mission cœur de métier est valorisée à sa juste valeur et qu'on lui permette d'exercer correctement. Moi, j'ai deux choses à vous dire sur l'avenir. La première, c'est qu'on ne peut plus faire des négociations en faisant abstraction des PLFSS à venir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire des négociations normales en se disant on met 300 millions d'euros à la table ou 200 millions d'euros, alors qu'on ne sait pas si on va nous en prendre 100 ou 500 dans les années à venir. Donc ça c'est juste pas possible. Ça, c'est le premier point. Et moi, j'ai pour répondre à mon confrère, et je termine là-dessus, j'ai 2 alinéas de l'article de loi qui est support de la Convention. Vous savez que c'est le législateur qui nous donne, au directeur de l'assurance maladie et aux syndicats professionnels, qui nous confie la mission de négocier ensemble la nature des actes et les tarifs des pharmaciens. Il y a 2 alinéas, le 9e et le 12e, qu'il faut que nous prenions en compte dans la Convention. Nous ne l'avons pas fait, il faut que nous nous en occupions. Le 9e alinéa, c'est la Convention doit donner des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect du Code de la santé publique. Ça, c'est vraiment important, parce que ces objectifs... Pour finir, Philippe. Voilà, ces objectifs-là, c'est ce que nous demandent les confrères. Ils nous demandent où va-t-on. Tu l'as dit, Alain, dans ta suggestion, que par ailleurs je ne partage pas. Mais en tout cas, il faut qu'on aille sur cette voie d'évolution. Et le 12e, la Convention est chargée d'élaborer des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique dans les territoires définis par le Code de la santé publique. Donc ces fameux territoires, ils ne sont pas définis. Donc il faut qu'ils soient définis par le ministre. Et ensuite, il faut qu'on s'occupe de ça dans la Convention, parce que, à n'en pas douter, il y aura cette officine-là dans ces zones-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Philippe Besset.